Bonjour à tous, donc je suis Jacques Delarivière, le président de Gatewatcher. On sait tous aujourd'hui que les hôpitaux, la santé est une cible facile pour plusieurs raisons. On a vu la liste, le chapelet d'hôpitaux, d'établissements de santé, les EDS qui ont été attaqués, les impacts médiatiques qui ont eu lieu en 2022 et 2023. Ça a eu un impact énorme, un impact médiatique et un retentissement parce que dans le contexte de crise sanitaire, les ressources médicales étaient extrêmement pressurisées et donc on les a vu revenir à des éléments papier pour traiter leur chaîne de prise en charge. Donc on est face aujourd'hui à deux urgences essentielles pour les EDS, donc les établissements de santé. La première, c'est empêcher les interruptions de service. Donc on est effectivement dans cette prise en compte de la chaîne logistique complète de tous les services de soins qui doivent être adressés. C'est la première urgence qui est bien sûr identifiée et que aujourd'hui les intervenants de la table ronde vont apporter des solutions. La deuxième urgence qui est aussi essentielle, c'est protéger toutes les données sensibles de santé qui sont détenues par les établissements de santé. On a vu récemment, dans notamment les cyberattaques qui ont eu lieu à Versailles, à l'hôpital Mignot, que des rapports médicaux, psychiatriques et autres ont été exfiltrés, donc sont maintenant disponibles ou vont l'être prochainement. On peut imaginer l'impact que ça a ou que ça aura pour les patients. Pour ceux qui ont eu la chance d'écouter le rétexte de DSI ou du DSI de ceux qui ont été attaqués récemment, on ressent effectivement le traumatisme que c'est et à quel point ces deux urgences-là sont essentielles. Donc je passe la parole à notre cher ami Vincent pour partager les contraintes liées à ces urgences. Donc, merci Jacques. Vincent Cardon, président de Tranquillité, basé à Nantes. Et Jacques nous a fait un bel exposé donc des urgences à mettre en face des contraintes. Parce que jusqu'à présent, en fait, l'argent qu'on accorde aux hôpitaux en fait, a servi en priorité à soigner les patients. Là, aujourd'hui, en fait, il va falloir aussi dépenser de l'argent pour protéger l'hôpital, pour qu'il puisse continuer à servir les patients. Tout ça en plus de ça dans une contrainte où c'est difficile de trouver du personnel qualifié, alors même que les hôpitaux sont parfois contraints d'exploiter des systèmes obsolètes, legacy. On se retrouve dans des situations un petit peu similaires à ce qu'on rencontre dans l'industrie, où on ne va pas changer une machine qui coûte plusieurs millions d'euros, simplement parce que le PC, l'ordinateur d'asservissement de la machine-outil en hôpital est obsolète. Et je pense en fait que j'ai exposé en fait les principales contraintes vis-à-vis de tout ça. Je pense qu'il est temps de passer à la table ronde pour qu'on puisse éventuellement trouver ensemble des solutions. Merci beaucoup. Effectivement, c'est l'objectif. Merci à tous les deux. Alors, je prends la liste de nos invités pour cette table ronde pour approfondir ce sujet. Sylvain François, Frédéric Descamps-Médizine et Jean-Baptiste Lapéry. Je vous demande de me rejoindre sur scène.
Alors Sylvain François, vous êtes directeur du système d'information du CHU de Rouen. Vous avez participé à de nombreux groupes de travail, je ne vais pas tous citer, mais qui sont tous relatifs à l'élaboration d'amendements législatifs autour de la sécurité informatique. Frédéric Descamps est responsable marché secteur public chez Advance. Il anime l'offre cybersouveraine portée par la centrale d'achat informatique hospitalière, la CAIH, dont on va beaucoup parler. Medizin est responsable de projet à l'ANS, l'Agence du numérique en santé, agence gouvernementale française chargée de la santé numérique. Jean-Baptiste Lapéry est ancien directeur de projet CTO au ministère des Solidarités et de la Santé et aujourd'hui le directeur du département expertise, innovation et internationale de l'ANS, également responsable du programme CARE. Jean-Pierre Barré, VP Sales Southern Europe de Walix, qui travaille depuis plus de 20 ans dans l'IT et depuis 5 ans dans le domaine de la sécurité. Et enfin, Carla Gomez, directrice structure de soins et systèmes de santé chez DocaPost, avec là 15 ans d'expérience dans la santé numérique en France et à l'international. On va commencer ensemble, Sylvain François, parce que vous êtes juste à côté de moi, c'est très pratique. Alors, vous avez vécu cette cyberattaque de 2019 en tant que directeur de la DSI au CHU de Rouen. Racontez-nous comment ça s'est passé de l'intérieur. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, j'étais fraîchement arrivé au CHU de Rouen en tant que DSI et voilà, le déroulement est assez classique désormais. Je pense que ce que je vais vous raconter, vous l'avez déjà entendu. Passage d'un appel le vendredi soir à travers notre astreinte informatique. De fil en aiguille, on détermine effectivement une incapacité à joindre notre système d'information. Et donc, assez rapidement, avec nos différents niveaux d'astreinte, on détermine voilà, la cyberattaque, la réalité de la cyberattaque au niveau de nos infrastructures. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avant même le traumatisme que l'on vit après coup, c'est déjà un choc sur lequel on doit vite capitaliser, c'est-à-dire qu'une fois ce côté ébahissement, il faut prendre des actions à la fois techniques et à la fois pour la prise en charge des patients. Donc assez rapidement, l'idée est de pouvoir dissocier des équipes à la fois pour assurer la prise en charge des patients et puis aussi des équipes en charge du traitement de la cyberattaque au niveau technique. Donc assez rapidement, et c'est le réflexe que j'espère désormais de plus en plus d'établissements de santé ont, on a fait une déclaration au niveau des différents services de l'État, que ce soit Cyberveille, que ce soit l'ANSSI. On a pris bien sûr les mesures barrières, autre terme à la mode désormais, notamment en coupant nos dispositifs réseau, nos liens extérieurs. Et puis on a fait appel aussi à nos partenaires économiques et techniques pour nous aider aussi à organiser, si je puis dire, la bataille par rapport à la prise en charge de cette cyberattaque. Je n'oublie pas bien entendu aussi la capacité à faire venir sur place des équipes très rapidement, mais aussi avec une certaine organisation, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne surtout pas faire venir tout le monde de manière désordonnée. Une cyberattaque et son traitement, c'est un marathon. C'est pas un sprint, donc il faut se dire que de toute façon ça va durer plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Et donc l'idée, ça a été aussi de déterminer des cycles de venue et de repos des équipes dès le premier instant pour assurer le combat, si je puis dire, par rapport à la cyberattaque. Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience ? Alors, on a une expérience qui est peut-être un peu particulière par rapport à d'autres établissements. On n'en tire aucun orgueil, aucune fierté, mais en fait, notre délai de remise en route a été très court par rapport à d'autres structures hospitalières. C'est-à-dire que la cyberattaque a eu lieu le vendredi soir. On va dire que 80% de notre SI était remonté le dimanche soir et on va dire 100% du SI la semaine qui a suivi. Et donc, j'en arrive à ce qu'on en a retenu. C'est pourquoi on a réussi cela. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est plus malin que d'autres. C'est surtout parce qu'on a eu l'occasion d'avoir des sauvegardes très proches de la réalité et propres et facilement, entre guillemets, remontables, si vous me permettez l'expression, pour redémarrer rapidement notre activité. Donc ça a été un point clé, c'est un point majeur en fait de ce que l'on a vécu, c'est une capacité à revenir très vite en service au niveau de l'établissement parce qu'on avait une capacité à remonter très vite notre système d'information.
Alors, donc, dans ces cas-là, on a besoin d'avoir les bons outils pour travailler sa cyberprotection. Sur quels critères se base une centrale d'achat pour les hôpitaux quand elle doit faire ses choix d'outils de cybersécurité, cyberprotection? Alors, je dois préciser que je remplace au pied levé Guillaume Dera, donc je vais donner des réponses que lui m'a données, et je dirai aussi ce que j'en pense, évidemment. La question, c'était à propos de la centrale d'achat, comment elle sélectionne. Oui. Alors, la CIA, justement, a basé l'ensemble de son processus de sélection sur ce qu'ils appellent un sourcing amont, c'est-à-dire une capacité, avant de sortir un appel d'offres, à rencontrer l'ensemble de l'écosystème des industriels pour se faire une idée des offres, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, comment les faire évoluer et comment on peut les adapter à leur cas d'usage, au cas d'usage spécifique des établissements de santé. Et toute cette partie-là est portée par ce qu'on appelle un groupe expert. Le groupe expert, ce sont des RSSI d'établissements de santé qui travaillent ensemble pour imaginer, en fonction des cas d'usage qu'ils vivent au quotidien, quels sont et comment doivent s'intégrer les offres des industriels à leur situation, en y adaptant les offres, les modèles économiques et la pérennité de ces modèles. Quelle est la réponse des pouvoirs publics quand on se retrouve dans cette situation de cyberattaqué? Oui. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais faire un tout petit retour sur pourquoi les établissements, effectivement, qui a été notre analyse, alors très synthétique, mais ça a été dit en introduction, on a des systèmes qui sont naturellement ouverts sur les établissements, il faut bien prendre en compte sur ce sujet. On a des systèmes qui sont effectivement obsolètes pour différentes raisons. On évoquait les dispositifs médicaux, il y a aussi une question d'investissement global, ça a été aussi dit. Et on a des données qui sont à forte valeur ajoutée, qui sont quand même fortement recherchées à minima pour revendre. Donc effectivement, on a des cibles qui sont très tentantes et des cibles qui sont très peu préparées pour différentes raisons, dont les aspects qu'on a évoqués budgétaires, et qui donc face à une menace qui conduit dans le secteur de la santé à un impact quand même qui était effectivement qui fait l'une des médias, mais qui a même un impact majeur sur l'offre de soins. C'est quand même des établissements qui ferment pendant des semaines, qui mettent du temps à revenir. Et si on a quelques centaines d'établissements, c'est des mois, voire des trimestres pour revenir au niveau de ce qu'on appelle l'offre de soins, donc de l'activité initiale. Donc on a quand même un marqueur fort dans la santé, d'être fortement touché, pas parce qu'on est ciblé, mais parce qu'on a un secteur qui, comme le dit le rapport l'ANSSI, qui est quand même faible à ce niveau-là. Il y a qu'un impact sur l'offre de soins qui est quand même important. Ce qui a amené effectivement les différents ministres, au mois de décembre dernier, de devoir lancer une task force sur cette partie cyber. Alors pourquoi cette task force au-delà des événements et quelle est l'ambition ? L'ambition, c'est déjà d'essayer de faire monter un maximum d'établissements en maturité cyber. On a bien vu que tous les établissements sont liés, les parcours de soins sont importants. Donc l'idée, c'est pas juste de dire on va sauver 20 établissements et tout sera bien. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une approche systémique et de faire monter un maximum d'acteurs en maturité. Sur l'échelle de temps, on a bien conscience que vu l'enjeu, on ne va pas résoudre le sujet en 3 mois, ça n'a pas été résolu avant pendant des années, et ce n'est pas un sujet pour ceux qui se mettent dedans, on va prendre des années à arriver au niveau souhaité. Par contre, vu l'état de la situation, vu les impacts qu'on a évoqués, si le nombre d'incidents aujourd'hui cyber déclarés reste stable, les impacts importants sont de plus en plus nombreux et leur impact est de plus en plus important, sans jeu de mots, mais oui. Effectivement, on a parlé de fermeture d'établissements qui ont fait la une. Donc l'idée, c'est de s'attaquer aux différentes échelles de temps. C'était une des missions, en tout cas, de cette task force portée par le ministre, c'est de dire oui, on construit quelque chose de pluriannuel avec une trajectoire, mais il faut quand même faire quelque chose là maintenant. On ne peut pas non plus laisser les établissements. L'idée, c'est pas de faire à la place non plus des établissements. Ils ont des équipes SSI, il y a des éditeurs, des industriels pour les accompagner. Et nous, notre jeu, c'est notre intérêt, notre action, c'est d'arriver à donner du sens, essayer de coordonner ces acteurs et de se dire comment ensemble on peut aller un peu plus vite, aller plus loin. D'où notre leitmotiv d'une réponse collective, coordonnée, déterminée pour avancer ensemble. Parce que du coup, il y aura un sujet de financement sur lequel on reviendra, mais il y a un sujet aussi de travailler ensemble. Le travail ensemble, c'était déjà au niveau puissance publique, réunir tous les acteurs autour de la table. Alors, il y a déjà beaucoup d'actions, mais c'est-à-dire on se réunit tous ensemble, ANSSI, Direction générale de l'offre de soins, FSSI, l'ANS, donc acteurs nationaux, mais aussi les acteurs régionaux, qui sont quand même importants dans la santé, ces acteurs ARS et GRAD, mais aussi dans les travaux. On travaille avec les centrales d'achat, on va travailler avec les fédérations hospitalières, médico-sociales, donc c'est de mettre tout le monde autour de la table. On a vu les échelles, on a vu les actions, dans les actions à court terme, et pourquoi on croit à ce mode, pas faire à la place d'eux, mais de coordonner. C'est l'exemple, et Mehdi redétaillera après dans les actions, mais typiquement des exercices de crise. On a eu le ministre, qui était le précédent ministre de la Santé, qui s'est engagé septembre dernier à mettre des moyens en plus qu'on a mis sur la réalisation d'exercices de crise.
On a le dégagement, on met en place des kits d'exercice de crise, on met en place la structure via les centrales d'achat, via des industriels, via les acteurs régionaux. On lance la campagne en mars. En juin, on était déjà à 500 exercices de crise réalisés sur environ, alors qu'on compte 2500 établissements. Donc c'est déjà montrer que l'écosystème, tous ensemble, si on arrive à se focaliser, on peut atteindre des objectifs qui sont quand même importants. 500 exercices de crise en si peu de mois, c'est quand même un des chiffres et ça donne un peu un exemple de ce que l'on veut faire. Après, il y aura des questions de moyens, on y reviendra sur des investissements aussi, mais il y a quand même ce sujet de prise de conscience de gouvernance. Et après, on reviendra sur quelques investissements, effectivement, sur lesquels on va essayer de mettre côté puissance publique un focus particulier. Est-ce que le sujet de l'ANS aujourd'hui en matière de cybersécurité, c'est vraiment le sujet de la continuité ? De la continuité, oui, de la résilience. Ouais. Et, on l'évoque, la cybersécurité, tous ces sujets du numérique, on le sait, on le voit, on voit l'impact. Le numérique est extrêmement présent dans les structures hospitalières. On ne peut plus faire sans dans un hôpital. Donc on a besoin d'avoir des outils numériques sécurisés, notamment pour donner confiance auprès des utilisateurs. Un mot qui est important ici, la confiance. Et pour que les professionnels puissent avoir confiance, pour que les patients puissent avoir confiance, il faut des systèmes d'information sécurisés et résilients qui permettent une continuité d'activité. Et comme l'a évoqué Jean-Baptiste, et c'est là où le programme CARE que l'on porte et qui est sorti de la task force et qui permet d'engager tous ces travaux, vont dans ce sens-là d'améliorer la résilience et surtout d'accompagner les établissements. Et dans ce cadre-là, l'idée est surtout de travailler sur l'ensemble des chantiers, non pas en faire qu'un et laisser les autres, mais travailler sur tous les fronts. C'est-à-dire tous les fronts. Tous les fronts. Donc on a 4 grands axes dans ce programme. On a le volet gouvernance et résilience avec un objectif de faire en sorte, ce qui n'était pas forcément le cas, un enjeu pour les directeurs généraux des structures hospitalières, faire en sorte que ça soit compris, entendu et engagé par l'ensemble de ces acteurs-là. Et ça passe notamment une action très forte qu'on est en train de mener, c'est autour de la certification HAS, d'inclure des exigences numériques, ce qui n'était pas le cas il y a encore peu de temps. Et c'est, Jean-Baptiste a donné l'exemple de l'exercice de crise, c'est aussi encore un autre exemple. On a pu en quelques mois travailler avec la HAS, intégrer ces exigences et on va tester là dans les semaines à venir ces exigences cyber et numériques dans la certification HAS qui est ô combien importante pour les établissements. On a aussi, en plus des exercices de crise, le sujet PCA-PRA avec la continuité du plan blanc qui a été publié par la DGOS avec son volet numérique, encore un élément supplémentaire où on intègre le numérique dans tout ce qui est organisation hospitalière et ce qu'il en découle. Et à la suite logique, et voilà, des modèles de PCA-PRA. Et aujourd'hui, il s'est passé à 14h, on a présenté, alors nous non, mais Elodie, notre collègue, l'a présenté auprès des pilotes des établissements de santé qui ont voulu partir avec nous pour déployer ce nouveau modèle de PCA-PRA pour accompagner les établissements. Autre chantier extrêmement important, ça a été évoqué déjà plusieurs fois, la ressource et mutualisation, et donc l'idée d'apporter des ressources. Ça a été évoqué en introduction. Le budget numérique dans les établissements de santé ne sont pas forcément à la hauteur des attentes et à la hauteur des enjeux. C'est un objectif de la feuille de route numérique 2023-2027, c'est de faire progresser ce pourcentage du budget pour les hôpitaux et faire en sorte... Avec un objectif précis ? 2%, l'idée d'avoir 2% du budget pour les établissements hospitaliers, voilà, pour qu'ils puissent renforcer leurs équipes, être accompagnés des industriels qui sont ici dans la salle et pouvoir poursuivre les travaux qu'ils font déjà, sur lesquels ils sont déjà engagés. Et mutualisation, c'est évidemment tous les travaux autour de GHT, le regroupement des structures et finalement, si on est ensemble, on est beaucoup plus fort que d'être isolé. Et les deux derniers
chantiers, le chantier de la sensibilisation. Alors j'y reviendrai un peu plus tard sur ce chantier de sensibilisation, mais de manière générale, l'idée est d'embarquer tout le monde. Finalement, c'est l'idée de faire sortir la cybersécurité du champ des experts qu'il peut y avoir autour de cette table et dans l'Assemblée. L'idée est que ça soit une affaire de tous. Et là, l'idée, c'est d'outiller, d'équiper l'ensemble de l'écosystème. Et on y reviendra. Et enfin, la sécurité opérationnelle. L'idée, c'est de donner des objectifs précis aux établissements pour atteindre un certain niveau de sécurité sur certains composants techniques. Et donc, il y a un certain nombre de domaines et d'appels à projets. Mais Jean-Baptiste en parlera juste après. Carla Gomes, le secteur hospitalier, ce sont vos interlocuteurs directs. Comment est-ce que vous leur adressez ce sujet de la cybersécurité ? Alors, DocaPost accompagne, et alors vous avez effectivement mentionné, mais ce besoin d'accompagnement des établissements, puisque l'importance, avant tout, lorsqu'il y a ces attaques, Sylvain l'a mentionné tout à l'heure, c'est cette désorganisation qu'il peut y avoir. La désorganisation et avec l'impact que ça peut avoir sur la prise en charge des soins, y compris sur la perte de chance pour un certain nombre de patients. Et en l'occurrence, notre activité, et en tout cas notre conviction, est qu'on a besoin d'agir à plusieurs niveaux. Les établissements, en fonction de leur maturité, ont besoin d'un accompagnement qui est fort. Donc, dans un premier temps, vous l'avez mentionné, ce besoin de sensibilisation et de formation. Donc travailler sur des exercices de crise, travailler sur l'anticipation, la prévention en soi. Dans la grande majorité des cas, on a une erreur humaine ou une faille humaine qui a fait que ces attaques ont pu être permises. Donc travailler en amont sur cette sensibilisation, travailler sur la détection. Au plus vite c'est détecté, finalement, plus vite c'est circonscrit, mieux on peut limiter les dégâts. Et ça, c'est aussi un élément qu'on a pu voir sur les différentes attaques entre des établissements qui ont pu avoir des intrusions pendant des semaines. Il y a eu des impacts sur leur sauvegarde, il y a eu des impacts nécessairement sur la reprise. Donc au plus vite c'est détecté finalement et on ferme tous les accès, moins pire entre guillemets sera on va limiter les conséquences et ensuite effectivement travailler sur les plans de continuité, préparer en amont, puisque le sujet c'est effectivement pas tant de quand va avoir lieu si les établissements vont être attaqués, mais plutôt quand ils vont être attaqués, et donc avoir un plan de continuité qui permette de prévoir le nécessaire, l'indispensable pour pouvoir continuer à prendre en charge les patients. Donc on pense évidemment aux prescriptions médicamenteuses, mais il y a tout un pan autour de la nutrition des patients, autour y compris des ressources professionnelles. Comment est-ce qu'on organise les plannings, parce que c'est des marathons, c'est pas des attaques qui vont venir perturber les systèmes pendant quelques jours ou quelques heures ou quelques jours, mais on parle de semaines. La moyenne, c'est 23 jours de reprise. Donc vous avez été très très efficace. Et un retour à la normale, c'est près de 300 jours. C'est 287 jours. Donc c'est vraiment des marathons. Donc comment est-ce qu'on se prépare au mieux pour, en attendant que les équipes arrivent et puissent remettre le système en ordre de marche, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à prendre en charge les patients en sécurité. Et évidemment, le dernier point qui a également été mentionné autour du plan de reprise d'activité, donc préparer en amont. Plus on est préparé en amont, et moindre sera la douleur et la perte de données en cas d'attaque. Jean-Pierre Barré, c'est bien de toujours rappeler aussi que les cyberattaques ne visent pas que le système IT traditionnel. Alors, vous avez raison de le préciser. En effet, pendant très longtemps, on a considéré qu'il fallait protéger l'IT. Et même si tout n'est pas parfait aujourd'hui, c'est ce à quoi se sont attachés beaucoup de DSI et RSSI. Sauf que nos attaquants, ils s'adaptent, un peu comme un virus. Et quand vous prenez l'hôpital, ça a été évoqué, l'hôpital c'est un monde ouvert. Et il y a quelques années, vous aviez des serveurs de stockage. Et globalement, ça s'arrête à peu près à ça. Sauf qu'aujourd'hui, un hôpital c'est un bâtiment. Un bâtiment, il est connecté. Un hôpital, c'est une climatisation. La climatisation, elle est connectée. Un hôpital, c'est aussi on parle de dispositifs médicaux, on va parler de scanners, on va parler d'IRM. Tous ces dispositifs sont également connectés.
Et la difficulté, c'est comment je sécurise, sachant que le virus, lui, donc l'attaquant, va prendre le chemin le plus court. J'en veux pour preuve le rétexte qui a été fait par l'établissement Parc Corbeil-Essonnes. Ils ont fait un rétexte qui est assez connu, ça leur a coûté 2 millions d'euros, on parlait des coûts. Le rétexte, il est simple, il dit usurpation d'un compte fournisseur et il est passé par le VPN. Fin de l'histoire. Et on a vu les conséquences derrière. Donc, la bonne nouvelle, je trouve, c'est que moi, ça fait 5 ans, vous l'avez dit, que je suis chez Walix. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Après la prise de conscience, les établissements ont conscience de ce qu'il faut faire. Après, on a parlé des moyens, on va en reparler, des moyens humains, de la formation, on va en parler après. Mais la réalité, elle est là aujourd'hui, c'est que l'attaquant va chercher le chemin le plus court. Donc, quand on regarde la manière dont on a sécurisé l'établissement aujourd'hui, et quand on voit ce qu'on met à disposition sur le dossier patient, sur le fait de mettre de l'IoT, des dispositifs, des armoires pharmaceutiques qui sont connectés, demain, le nouveau challenge, c'est de protéger l'ensemble de ces dispositifs. Donc, il serait illusoire de penser qu'il faut sécuriser uniquement l'IT traditionnel pour sécuriser son établissement. Ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on parle aussi d'intrusion physique. Je pense qu'on a tous eu malheureusement l'occasion d'aller voir quelqu'un dans un hôpital. C'est extrêmement aisé de se promener dans les couloirs. Et il n'est pas rare de voir un poste d'une infirmière ouvert parce qu'elle a autre chose à faire que de sécuriser son poste. Donc il est facile malheureusement aujourd'hui d'introduire un dispositif. Donc la question c'est comment effectivement on sécurise. Donc l'IT c'est déjà du passé. Aujourd'hui on parle d'OT, on parle d'IoT et c'est effectivement ce qu'il faut sécuriser demain. Et c'est ce qui est inclus dans la directive NIS 2. Pas uniquement en réalité. Ça prend en compte en tout cas tout cet univers de la directive NIS 2 va durcir, vous avez raison de le préciser, va durcir ce pan-là de la sécurité. Le dispositif CARE dont il est fait mention, je crois que c'est le volet 3, qui précise qu'il va falloir sécuriser les dispositifs médicaux également. Je vous donne un autre exemple, par exemple. Un scanner aujourd'hui, ça coûte énormément d'argent. Dans un scanner, vous avez, on prend votre radio, on va prendre votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale. Et c'est ça qui intéresse aujourd'hui les attaquants. C'est plus l'IT traditionnel, c'est vraiment l'ensemble des dispositifs. Il y a quand même une bonne nouvelle. Je trouve que le législateur a fait une très bonne chose il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les établissements, mais beaucoup d'établissements ont été maintenant ont un statut d'OSE, d'opérateur de services essentiels. Et la bonne nouvelle, c'est que ça impose à des grands opérateurs, aux grands leaders du marché, du scanner, de l'IRM, de faire de la traçabilité. Auparavant, comme ils étaient leaders, globalement, vous deviez ouvrir un lien VPN et ils faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, le législateur étant du côté des établissements, ils vont devoir faire évoluer les choses. Et on est d'autant mieux placé pour le faire chez Walix, c'est que cette année, et pour la première fois depuis très longtemps, quelques grands leaders dans le monde de l'IRM, de l'imagerie, nous ont contactés justement pour travailler sur des dispositifs. Donc c'est là où on se dit qu'il y a une vraie prise de conscience, pas uniquement des établissements, mais également dans leurs prestataires. Et moi, je fais un constat extrêmement simple. Cette année, on a un tiers de nos projets sont des projets autour de l'OT, que ce soit dans le monde de la santé ou dans le monde de l'industrie. Pour moi, c'est le signe. Et le dernier signe qui est assez révélateur de ce qui se passe, pour dire que ce n'est plus que l'IT, c'est le dernier rapport du Gartner sur le PAM, le sujet qui nous intéresse. Le Gartner a fait tout un chapitre sur la partie OT. Alors, il y a une autre difficulté, c'est qu'on ne parle pas d'un hôpital, mais on parle de groupements hospitaliers, donc ce sont des entités différentes. Comment est-ce qu'on met en place un plan cohérent, finalement, de protection cyber ? Oui, c'est une question pour vous, Frédéric Descamps. Alors, justement, pour reprendre l'exemple du GHT Côte d'Opale, puisque la loi HPST a donné naissance aux groupements hospitaliers de territoire qui ont pour vocation de simplifier la gestion, de spécialiser des unités et notamment de mutualiser tous les pôles support. À l'échelle d'un GHT comme le GHT Côte d'Opale, le plus grand défi, ça a été de convaincre la direction générale de faire en sorte que la sécurité soit plus considérée comme une option, mais comme une véritable obligation. Alors, il faut dire qu'on est quand même largement aidé par l'actualité. Aujourd'hui, n'importe qui ouvre un journal, une page Internet, a pris connaissance d'une attaque dans un établissement de santé. Et on a tous un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un parent qui potentiellement
l'impact il est direct aujourd'hui sur les populations. Donc la sécurité n'est plus une option. Deuxièmement, il fallait aussi faire comprendre que la sécurité, c'est pas quelque chose que l'on décrète, c'est pas quelque chose que l'on dépose à un endroit. Ça demande du travail, c'est un processus. On parle beaucoup, un peu comme les qualiticiens, de processus d'amélioration continue. Tout ça a permis au GHT Côte d'Opale, pour prendre l'exemple du GHT Côte d'Opale, de passer d'un budget quasi zéro, avec 0 ETP, à 1,4 ETP sur la fonction sécurité fonctionnelle, c'est-à-dire RSSI et DPO, plus 2 ETP sur la sécurité opérationnelle et un budget sanctuarisé a priori d'environ 400 000 € par an. Voilà un peu pour l'exemple. Maintenant, il y a énormément de choses qui ont été dites juste avant. Dans les hôpitaux, il y a 3 systèmes d'information à sécuriser, parce qu'on a parlé de l'IT, on a parlé des systèmes d'information industriels, GTB, GTC, GTE, et le système d'information biomédical, avec une grande question qui est, c'est pas tout détecter des vulnérabilités, c'est pas tout définir que c'est pas bien et que c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comment on fait ensuite la remédiation. Là, il y a peut-être l'ANS qui aura des idées sur le sujet, mais il y a vraiment un très très gros chantier là-dessus. Je ne sais pas, l'ANS a des idées sur la remédiation. Pas de souci. Oui, on a évoqué la puissance publique, et donc effectivement, il y a le sujet aussi de quelles actions, quel financement. Dans les points positifs de ce plan pluriannuel, c'est qu'il y a déjà des financements à court terme, des programmes numériques qui sont identifiés, qu'on va pouvoir mettre en œuvre, et donc pouvoir lancer, on évoquait différentes échelles de temps tout à l'heure, qu'on va pouvoir lancer là, dès maintenant. La question est pourquoi on porte ces financements au niveau Task Force, ce n'est pas une distribution directe. Ce dont on est convaincu, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin si on se focalise ensemble et qu'on se met dans un mode où on va essayer d'industrialiser la réponse pour aller plus vite, tous ensemble, à l'objectif. On a donné l'exemple des exercices de crise, alors c'est peut-être plus simple que d'autres domaines, mais l'idée c'est bien que chaque acteur soit dans cette dynamique, dans ce même objectif, et qu'on y arrive. Quand je dis tous les acteurs, centrales d'achat, industriels, établissements, et qu'on y va ensemble. On a l'habitude de le faire sur le numérique, un petit peu moins sur la cyber, donc on découvre aussi ces acteurs-là et tout, côté numérique en santé, mais du coup il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et l'objectif aussi derrière, qui nous est fortement demandé côté pouvoir public, c'est aussi de s'assurer que s'il y a un financement, il y a un résultat aussi. Donc l'intérêt aussi de mettre Task Force, c'est de dire on se met des objectifs, on les atteint, on mesure, on l'a fait sur d'autres programmes numériques, là maintenant il faut qu'on le fasse et qu'on le décline aussi sur cette partie cyber. Alors, qu'est-ce qu'on envisage comme financement et quels sont les domaines? Qu'est-ce qu'on a identifié? Le financement, majoritairement, il va tourner vers les établissements. Il y en aura un peu sur les acteurs qui sont autour, qui accompagnent les établissements. Il y a une forte demande sur les acteurs régionaux, nationaux, mais là, on va se focaliser sur les établissements. Une équation qu'on essaye de résoudre, qu'on n'a pas complètement aussi, qui était à la demande des établissements, de se dire, dans tous vos programmes numériques que vous avez l'habitude de faire, vous faites des investissements unitaires. On atteint un objectif, on est financé. Mais sur la cyber, on ne peut pas juste se dire on a passé là-bas, on est bon, on a un tampon le 14 janvier et tout s'arrête. Non, c'est des investissements dans la continuité. Et donc, comment on fait? Donc, on va essayer de travailler dans ces financements à un moment sur trouver un mécanisme d'avoir cet équivalent de financement pour la continuité, de façon à permettre aux établissements de maintenir le niveau acquis, puis nous assurer à les inciter aussi à le maintenir dans tous leurs arbitrages budgétaires au sein des établissements. Par contre, on va mettre le focus le premier sur la partie opérationnelle. Voilà, comment permettre aux établissements de progresser. On n'a rien inventé. Là, on va se focaliser sur les menaces principales qui ont été évoquées. Rançongiciel, exfiltration de données. Les chemins d'attaque sont connus, sont assez simples, en tout cas les majoritaires. Et donc l'idée, voilà, sur ces sujets-là, on va essayer de progresser de manière importante. Premier axe, c'est l'exposition Internet et la trop grande facilité à avoir des escalades de privilèges sur les annuaires. Donc là, on va faire un premier sujet d'investissement, permettre à tout le monde de franchir un cap. On ne va peut-être pas viser l'objectif 2027 tout de suite, on veut se mettre dans un cap à 1 an et à faire monter un maximum d'établissements sur dire on arrête d'ouvrir des choses qui sont quand même complètement obsolètes sur Internet. Ok, on est ouvert, mais il y a des moyens de sécuriser. Et les escalades sur les annuaires, oui, il faut qu'on on monte les annuaires. Alors c'est très compliqué, il y a beaucoup de mouvements personnels, il y a tout un... Voilà, ça reste compliqué, mais il faut monter. Et ça, on y arrivera que s'il y a un investissement côté établissement, mais c'est aussi, on a un tissu industriel qui nous accompagne là-dessus et sur lequel on va travailler ensemble, centrale d'achat industrielle, pour se dire, on prend une offre industrielle et on va essayer de la déployer massivement, maximum sur les établissements. Ça, c'est ce qu'on identifie à très court terme, qu'on essaye de lancer d'ici fin d'année. Et après, on a une feuille de route où on a identifié les sujets suivants, mais qu'on a évoqués, qui vont être renforcer la détection des établissements avec potentiellement un aspect collaboratif où ces équipements avec les industriels se dotent. On espère avoir une réponse un peu collective, on revient sur cet aspect de collectif.
On a le sujet de tous les liens avec les fournisseurs, prestataires. Un établissement, c'est des centaines de liens. Enfin, vous pouvez bien connaître. On a évoqué tous les domaines, c'est beaucoup de télémaintenance, télégestion, téléadministration, mais oui, c'est des dizaines, des centaines, avec des acteurs sur lesquels des fois on a plus facilement la capacité à les faire rentrer dans un canal, d'autres acteurs qui rentrent avec leurs canaux, leurs moyens, et avec ce qu'on a connu malheureusement d'infiltration par rapport à ce type de canaux. Le dernier sujet identifié va être autour de la sauvegarde, de les pratiques de sauvegarde, de façon à, oui, un incident, et si un incident, voilà, que je puisse quand même repartir au plus vite aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets, hein, comme le Kémédi, autour de la résilience, et c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure, mais les gros investissements aussi, et que pour nous on porte, vont dans un premier temps se focaliser sur ces 4 domaines, avec l'idée, comme je dis, de bien avoir quelque chose d'industrialisé qui touche un maximum d'établissements, et on fédère les acteurs établissements régionaux et industriels. Alors justement, Médisine, il y a ce sujet aussi quand même d'embarquer le personnel hospitalier, et puis même, je dirais, les patients finalement, hein, sur ces sujets de cybersécurité. Oui, complètement. C'est un sujet majeur, et l'embarquement de tous, comme je le disais avant, même pas seulement des experts, est extrêmement important. Il est nécessaire que, si on prend pour les professionnels qui travaillent en établissement, finalement de se sentir concernés. Et de se sentir concernés, c'est là, et je vous rejoins, j'aime bien aussi le nom de la table ronde sur la cyber protège l'hôpital du virus. Les professionnels de santé sont là pour prendre en charge les patients, pour les soigner. Et dans un monde de tout numérique, ou presque aujourd'hui, on doit aussi faire attention à leurs données, parce que finalement elles sont aussi très convoitées, comme ça a été souvent évoqué. Et donc cette prise de conscience de professionnels, elle peut se faire que si on les aide, on les embarque, et là encore on a engagé beaucoup d'actions pour les aider, pour les embarquer, pour embarquer les établissements. Ça passe déjà par la formation. C'est finalement sensibiliser, former les professionnels à ces enjeux numériques de manière globale, et aussi évidemment autour de la cyber. Et donc on a un gros travail autour de la formation initiale des professionnels de santé, où on va inclure les sujets numériques. Ce n'était pas forcément le cas pour un jeune médecin. Il n'avait pas forcément de formation sur les volets numériques, sur le volet cyber, alors qu'il utilise tous les jours ces outils dans son quotidien. Ça passe aussi par de la formation continue, évidemment, que cet acquis se maintienne aussi dans le temps, parce que ce sont des sujets qui évoluent extrêmement vite. On a aussi des outils. Nous, à l'Agence du numérique en santé, on fournit là, depuis très récemment, alors qu'il y a beaucoup de succès, la plateforme e-learning, où on va enrichir avec énormément de contenus, qui ont été aussi des outils qui vont être intéressants pour les établissements, pour former, pour sensibiliser l'ensemble de leurs professionnels. Donc on a vraiment ce gros volet autour de la formation. Après, on a le fait de pratiquer. On l'a évoqué ici, les exercices de crise, faire son PCA, PRA et le tester. Il faut pratiquer pour être prêt. Et en pratiquant, on embarque tout le monde. On embarque des professionnels, et ils se disent « Ah oui, c'est vrai, si tout est coupé, si j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus mon dossier patient, j'ai plus rien, comment je fais? J'ai plus mon planning, je ne sais pas qui est là quand, ou je me retrouve peut-être avec toute l'équipe en même temps alors que ce n'était pas le cas. » Et là, tout le monde prend conscience que c'est dangereux, et peut-être qu'au fur et à mesure, l'exemple de l'infirmière qui laisse son ordinateur allumé, elle va peut-être au fur et à mesure se dire, avant de partir, si elle le peut évidemment, verrouiller son ordinateur, éviter de le laisser ouvert. Donc on a ces actions à embarquer. Et un acteur majeur, Jean-Baptiste l'a évoqué, pour embarquer tout le monde dans ces actions, c'est les régions. On travaille énormément main dans la main avec les ARS et les grades, et l'idée c'est d'avoir cette force de frappe au travers notamment des centres ressources régionaux cyber qui sont en train de se monter et qui vont accompagner et embarquer l'ensemble des établissements. Et enfin, pour finir, vous parliez des patients. Les patients sont un acteur majeur. Il y a un outil formidable qui est mon espace santé, qui leur permet de sécuriser, d'échanger leurs données de santé. Les associations aussi des patients sont un acteur fort pour sensibiliser et former, et surtout être vigilant, parce que finalement, il faut le rappeler, que celui qui prend plus de risques, c'est finalement le patient. Et oui. Est-ce que quand vous entendez tout ça, tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est du concret au sein d'un CHU? Sylvain François? Alors effectivement,
l'établissement... C'est bien de se confronter au réel. Oui, alors l'établissement, avant la cyberattaque, mais d'autant plus suite à la cyberattaque, s'est engagé dans pas mal de dispositifs qui ont été cités, notamment le RSSI du CHU était à 14h à la réunion sur les PRA-PCA, où on participe beaucoup aussi sur des travaux au niveau national. Et puis globalement, on travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table en tant que client, et plus que client d'ailleurs partenaire, parce qu'on élabore aussi des solutions. Alors, et sur ces premiers investissements, vous les voyez concrètement arriver à l'hôpital? Dans le concret, on les voit arriver à l'hôpital. Ce qui a été cité, ce qui est vraiment important de prendre en compte, c'est qu'un CHU a une capacité intrinsèque à dégager des moyens pour se sécuriser. Par contre, nos établissements parties, des établissements médico-sociaux de long séjour, qui ont des moyens humains, qui ont des moyens financiers qui sont limités, ou qui sont parfois guidés sur d'autres besoins encore plus impérieux, de recrutement de personnel par exemple, ou d'autres. Voilà. Nous, notre rôle, c'est d'être un peu grande sœur et grand frère, et de les accompagner, notamment sur des solutions mutualisées. C'est ce qu'on indiquait. Donc par exemple, sur des solutions telles qu'on le fait avec Advance par exemple, et d'EDR ou de SOC, on a mutualisé cela. Sur des outils tels que Walix, par exemple, on va le mettre au CHU et puis ensuite on va le mettre en place sur notre GHT. Voilà, à chaque fois on essaye de porter les solutions chez nos partenaires. Et on essaye aussi, autre point, d'élargir, effectivement ça a bien été dit, c'est là le concret d'aujourd'hui, d'élargir la sécurité sur d'autres aspects que l'IT, et notamment on a vraiment besoin de l'appui des pouvoirs publics, mais c'est ce qui est en place, pour faire, excusez-moi du terme, mais parfois faire plier certains industriels qui ne sont pas du sérail IT, mais qui sont extrêmement puissants, pour les faire rentrer dans une hygiène de sécurité hospitalière qui soit bonne. C'est-à-dire que quand on travaille avec des sociétés très puissantes européennes ou américaines, et qu'on doit leur faire comprendre que en fait, ce sont nos solutions de bastion qu'on doit utiliser et pas leurs solutions de télémaintenance, ça a été dit, c'est très compliqué. Et quand nous, on vient à l'affrontement, si je puis dire, c'est pas nécessairement sûr que tout seul, on arrive à les faire plier. Par contre, s'il y a une vraie dynamique au niveau national, c'est pas forcément à l'avantage. Si on y va tout seul, il est oui. bien entendu, le CHU, aussi grand CHU soit-il, il est tout petit par rapport à un gros industriel sur le marché. Si on y va tous, notamment avec nos partenaires au niveau étatique, mais aussi avec d'autres partenaires, notamment de l'écosystème français autour de la table, et qu'on arrive à démontrer cette démarche, on voit d'ailleurs des résultats concrets. Le collègue de Walix d'ailleurs le cité, on commence à avoir des industriels qui ça y est, intègrent cet élément, et donc ça c'est à notre bénéfice. Quand vous parlez de concret, nous on le voit concrètement, ça nous simplifie aussi beaucoup la vie en termes d'exploitation courante. Donc ça nous permet aussi de mettre moins de moyens pour mieux faciliter aussi la sécurisation de certains établissements. Donc après on rentre dans un cercle un peu vertueux, alors qui ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des failles, comme on l'a cité, l'humain a quand même une grande importance dans la notion de la sécurité. Mais c'est vrai que ça nous facilite la vie quand même désormais d'avoir ces mises en place concrètes en fait au niveau de nos établissements, y compris, je finirai, par rapport à nos personnels, où effectivement, nous-mêmes, au niveau du CHU, on portait des démarches de sensibilisation, par exemple les d'e-learning. Là, c'est d'autant plus facilité parce qu'on aura des plateformes nationales qui vont nous aider aussi à le faire par ailleurs. La certification, vous en aviez parlé, la certification HAS, nous, ça va nous aider. Alors au CHU, on a la chance d'avoir une direction générale qui est à l'écoute de la sécurité, mais je pense que ça aidera d'autres collègues qui ont un peu plus de difficultés à faire entendre le message à travers cette voie réglementaire. Et puis il y a le sujet là aussi de la souveraineté numérique. J'imagine que Walix et DocaPost ont plutôt envie que vous travailliez avec des solutions souveraines et nationales, mais ça engage que aussi le secteur passe à l'échelle sur ces sujets-là. Carla Gomez, vous vouliez intervenir là-dessus. Je sais qu'il y a un document qui est paru, un rapport de l'Institut Montaigne auquel a participé Olivier Vallet sur ce passage à l'échelle nécessaire en matière de cybersécurité. Quelles sont peut-être les quelques recommandations qu'on peut retenir de ce rapport ?
Alors en effet, il y a ce document là qui a été publié, je crois, au début de l'été, et ces recommandations visent à adopter une approche globale, à la fois pour mobiliser l'ensemble des acteurs, les acteurs concernés, et lutter efficacement contre les menaces. Ce rapport, qui est quand même plutôt étoffé, formule 10 recommandations et qui s'appuie sur 2 piliers, qui sont l'articulation des efforts entre les différents acteurs nationaux et locaux en temps réel. Ça, c'est vraiment le point important. Et sur un autre aspect, la mobilisation rapide des moyens qui sont identifiés. On perd encore beaucoup de temps entre le moment où ces attaques sont identifiées et l'ensemble des acteurs se mettent en ordre de marche pour pouvoir commencer la rémédiation. Et l'ensemble du document... où l'ensemble de ces recommandations s'appuie sur une logique qui est à la fois incrémentable, qui est très pratico-pratique, donc pragmatique, et avec qui est facilement implémentable. C'est-à-dire que le principe n'est pas de partir sur des grands plans, mais d'avoir vraiment cette logique d'incrémentabilité pour amener les différents acteurs de santé à pouvoir mettre en place étape par étape les différentes recommandations. Si je cite juste quelques grandes lignes, en tout cas de ce rapport, et là j'ai besoin de mes fiches parce qu'il y en a quand même quelques-unes, c'est la mise en place, les préconisations, c'est la création d'une agence nationale de cybersécurité, donc pour pouvoir coordonner les efforts entre les différents acteurs et surtout de pouvoir promouvoir les partenariats publics et privés. Ça nous paraît indispensable pour pouvoir être efficace. L'élaboration de normes et bonnes pratiques sur le secteur, l'investissement en R&D sur les nouvelles technologies de cyber. On ne va jamais assez vite et les hackers sont très inventifs. Donc il faut vraiment qu'on investisse et qu'on soit en mesure de suivre. On l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est la formation et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs, pas juste de l'infirmière, mais toutes les personnes qui sont au sein des établissements. On a besoin de faire ces exercices de crise, on a besoin d'accompagner cette sensibilisation, cette formation. La mise en place d'une stratégie nationale de cybersécurité pour pouvoir coordonner légalement les différents secteurs, parce qu'on parle de la santé autour de cette table, mais l'ensemble des acteurs et des secteurs sont de potentielles cibles pour les cyberattaques, donc assurer une approche globale. Et la nécessité également de renforcer la coopération internationale. Parce qu'on n'est pas les seuls en France à subir des cyberattaques. Donc c'est de favoriser cette coopération pour avoir une approche efficace face aux cyberattaques et à ces attaques transnationales. Donc en résumé, c'est vraiment favoriser une approche globale et de coordonner l'ensemble des acteurs concernés pour vraiment pouvoir mettre en ordre de marche de façon très pragmatique ces réglementations et ces axes d'amélioration autour de la sécurité, de la mise en sécurité. Parce en France, on a une stratégie nationale sur la cybersécurité. On a une agence, l'ANSSI. Est-ce que ces sujets de cybersécurité vraiment dédiés à la santé, c'est au sein de l'ANS que ça se passe? Est-ce que ça se passe du côté de l'ANSSI? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Alors là, les acteurs se connaissaient quand même en domaine santé, via le FSSI, l'ANSSI, on se connaissait. Les derniers événements, plus la création de Task Force, ça fait que du coup, on essaie de plus se rapprocher, beaucoup plus échanger, partager en amont. Il y a eu des financements déjà ANSSI vis-à-vis des établissements grâce à France Relance. Il y en aura certainement d'autres aussi là autour des JO qui sont pas spécifiques secteur santé, mais qui ont fortement quand même concerné aussi le secteur santé de par le sujet. Et donc du coup, les acteurs, aujourd'hui, sur ces différents, ça a créé plus de synergie, des échanges bien plus rapides, bien plus directs entre ces acteurs et qui permet effectivement d'avoir cette coordination et de partager de manière ouverte. Voilà, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on va faire dans le CARE, c'est pertinent, c'est pas pertinent. Sur la partie JO de Paris, comment on se coordonne avec un aspect santé, un aspect apport de l'ANSSI. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette coordination des acteurs. Alors, voilà, c'est suffisant parce qu'on se coordonne que derrière on aura bien réussi tous les sujets cyber, mais en tout cas, et c'était l'esprit de cette task force, c'est bien qu'il y ait ce temps d'échange, ce rapprochement des acteurs et une capacité à partager et à co-construire. L'idée, à la limite, c'est pas nécessairement qui porte l'idée, c'est surtout que les bonnes idées émergent et que si elles émergent, que du coup après on puisse les mettre tous en œuvre, d'où qu'elles viennent, d'où que viennent les financements. Le sujet, c'est qu'il faut arriver effectivement à accompagner fortement l'écosystème. Il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin, il y a besoin de financement et d'accompagner cet écosystème, de le faire construire. Donc
après, d'où viennent les bonnes idées. Du coup, on est justement là pour essayer de faire qu'elles se concrétisent et qu'on arrive par contre à bien les choisir, à bien les prioriser ensemble, pas éviter de se disperser. C'est aussi ça un des d'avoir enjeux. la stratégie commune. Voilà. Vous vouliez réagir également? Ouais, ce que dit Jean-Baptiste, en fait, c'est déjà hyper concret. Les exercices de gestion de crise, on était 5 ou 6 industriels autour de la table, des grades, donc qui sont des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, des établissements. Enfin, il y a vraiment eu des groupes qui ont travaillé ensemble et qui se sont dit cette coopération finalement pour arriver à faire quelque chose de concret, de simple et surtout c'est le terme à la mode, de scalable, c'est-à-dire de passage à l'échelle, c'est-à-dire d'être capable d'industrialiser ces accompagnements, ces exercices de gestion de crise. C'est une réalité. C'est pas une invention conceptuelle du jour. Ça a déjà eu lieu et ça continue. Et juste un autre exemple, parce que là on a parlé des PCA-PRA, on continue. L'ANSSI a sorti un guide aussi sur cette partie. Nous, voilà, ils sont accompagnés, ils sont avec nous. On va mener ces pilotes, on va faire rétex, on va échanger avec les équipes de l'ANSSI, on verra effectivement ce que l'on peut emporter, comment on peut échanger. Donc on est vraiment dans ce partage. Là, on va lancer concrètement nos pilotes, on va avoir un rétex, on va repartager. Et après, effectivement, on va essayer de voir comment on peut passer ensemble à l'industrialisation. Donc là, on fait des pilotes, on comprend, on va voir ce qui marche pas. Mais du coup, pour dire synergie, c'est pas des guides qui sont à côté, contre ou de ce qu'aura fait l'ANSSI. Vraiment, on le fait ensemble. Il y a une communication globale et puis du coup, on va partager tous ces retours-là ensemble et vraiment dans cette idée d'avoir quelque chose qui permette vraiment de franchir à court terme des paliers massifs. Et donc là, voilà, on prendra toutes les bonnes idées de tous les acteurs qui ont fait effectivement des contributions là-dessus. Donc l'idée, c'est pas de se redire, on va faire un PCA vraiment spécifique parce qu'on est meilleur. Non. Par contre, ce qu'on a comme mission, nous, c'est d'être sûr que derrière, on va amener un maximum d'établissements à arriver à le déployer, ce qui pose plein de questions. On ne va pas faire vu le timing, mais c'est ça après notre enjeu. C'est surtout de dire comment on transforme cette idée-là en quelque chose qui ne concerne pas 20 établissements, mais demain 500, 1000, 1500. C'est ça derrière notre objectif. Et alors, au stade où on en est des urgences, justement, est-ce que le sujet que j'ai un peu effleuré comme ça, de la souveraineté numérique, des solutions Secnum Cloud, du choix, de la préférence de solutions françaises, est-ce qu'aujourd'hui c'est une préoccupation quotidienne, par exemple d'une centrale d'achat chez Walix? Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est une question qu'on vous adresse? Je pose la question un petit peu à plusieurs personnes, au CHU de Rouen, comment vous l'abordez également? Alors, sur cette histoire d'investissement, permettez-moi juste de revenir un petit peu en arrière, ça va être rapide. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'IT, et il y a 20 ans, quand j'ai commencé, on travaillait sur de l'infra et du logiciel. Il y avait des acteurs français. 10 ans après, le cloud est arrivé, il y avait des acteurs français. Sauf que 20 ans après, le constat, c'est qu'il n'y en a plus. Donc si on ne veut pas se retrouver dans 10 ans en se disant qu'il n'y a plus d'acteurs français dans la cybersécurité, il va falloir, une fois pour toutes, que le législateur soit encore plus fort sur le sujet. Je ne veux pas dire qu'il faut imposer, mais à un moment donné, il va falloir quand même prendre conscience que si on veut rester souverain et si on veut continuer à avoir, au niveau français et européen, quand je parle de souveraineté, elle est européenne aujourd'hui, mais il va falloir que le législateur soit encore plus fort, qu'on arrête d'être naïf, parce que je pense qu'on l'a été trop longtemps. Je pense aussi que les grands acteurs, comme les grands industriels, en tout cas les grandes entreprises, ont aussi leur part, et que si demain, alors ça a été très bien fait, et pour la première fois, l'ANSSI, enfin le plan de relance qui a eu lieu l'année dernière, pour la première fois, on a clairement indiqué que les fonds devaient aller vers des acteurs français ou européens. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Mais encore une fois, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'on souhaite demain comme écosystème? Aujourd'hui, au sein d'Exatrust, on a parlé de l'ANSSI, je suis capacitaire, il y a plein de choses, et vous avez une centaine d'acteurs aujourd'hui qui sont capables d'accompagner n'importe quel établissement. Je ne dis pas que tous ont la maturité qu'on attend d'eux, mais si on ne les aide pas, à un moment donné, si on ne les aide pas au travers, et ce sont nos impôts, qu'on n'en déplaise aux uns et aux autres, mais si on n'aide pas la filière, on n'y arrivera pas. Et dans 10 ans, alors oui, je serai encore là, dans 10 ans, si on refait la même table ronde, on se dira « Ah, c'est dommage ». Et on parle de cybersécurité, mais c'est la même chose avec l'IA, on parle de l'IA. Encore une fois, il y a des choses qui sont faites, il y a du mieux, il faut le dire, il y a du mieux, mais collectivement, dans nos entreprises, on doit avoir cette prise de conscience qu'aujourd'hui, la cybersécurité, on l'a dit, c'est un enjeu économique, c'est des emplois, c'est de la formation. On a aussi, nous, en tant qu'industriels, une vraie responsabilité d'accompagner. Alors, je vais revenir sur les infirmières parce que je ne voudrais pas qu'on focalise dessus. Je pense que le rôle d'une infirmière et d'un médecin, c'est de soigner. Nous, en tant qu'industriels, notre responsabilité, c'est de simplifier la cybersécurité. C'est d'ailleurs un des slogans de Walix. On doit tous collectivement simplifier la cybersécurité. Ce n'est pas à eux de penser finalement à la sécurisation de leur poste. On doit les former,
c'est une nécessité, mais en tant qu'industriel et collectivement, on a cette responsabilité. Donc l'investissement et le devenir de la filière passera de toute façon par le public, par les donneurs d'ordre. Alors beaucoup, l'établissement de Rouen le fait, certains le font, certains d'autres pas. On préfère aller acheter de l'américain parce que c'est connu ou parce que c'est au Gartner. Mais alors nous, on est au Gartner, je peux vous assurer que les sociétés françaises qui peuvent aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Et le Gartner regarde avant tout les sociétés américaines. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment, mais je pense que si je faisais un vote, je ne dois pas être le seul à penser la même chose. J'ai l'impression, en tout cas ici. Rapidement. Oui, je vous avais interpellé aussi sur ce sujet. Sur cette partie-là, du coup, dans d'autres sujets qu'on a, on a l'hébergement des données de santé, qui est aussi un aspect réglementaire, dont on est en train de faire évoluer. Là, du coup, on vient de publier la nouvelle version de certification sur laquelle on a fortement évolué sur ces critères, avec un hébergement des données qui devrait être dans l'espace économique européen, avec un affichage clair, transparent de la soumission des lois extraterritoriales pour les hébergeurs vis-à-vis de leurs clients et vis-à-vis de tout le public. Donc ça, c'est partie des évolutions qui vont sortir là, incessamment sous très peu, sur l'évolution du référentiel HDS. Alors après, il y aura d'autres évolutions HDS qui vont certainement devoir suivre toutes les évolutions européennes. Mais en tout cas, ça, c'est pour dire la préoccupation sur le sujet souveraineté. Et sur le plan CARE, bien sûr, ça fait partie des sujets que l'on a bien sûr en tête. Après, comment ça va se traduire? On va travailler avec les centrales d'achat et tout, faut qu'on voit, mais effectivement, c'est vraiment un vrai sujet de développer cette filière, tout en ayant ce sujet-là quand même d'atteindre l'objectif et d'atteindre quelque chose d'industrialisé. Donc on passe la parole à Frédéric Descamps sur ce sujet. Oui. Et en deux mots, effectivement, la CIH, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Jean-Pierre, a mené récemment un appel d'offres autour des sujets de SOC, c'est-à-dire Centre opérationnel de sécurité, qui se base sur 3 volets: le volet prévention, le volet détection et le volet réaction. Et dans cet appel d'offres, toutes les conditions ont été réunies pour permettre à des acteurs français, des industriels français souverains, qualifiés ou pas encore, ou peut-être un jour, d'être présents dans ce référencement et donc de jouer. Parce qu'il y a aussi la notion de marché public. Quand on n'est pas référencé dans ces marchés, souvent on est un peu loin de la balle et c'est compliqué pour un acteur français d'aller se déployer dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales ou dans le secteur public d'une manière générale. Donc là, la CIH a vraiment joué ce jeu de la même manière que l'ANSSI l'a fait en fléchant les financements des PAC relais vers les industriels français. Et je l'ai vu, de mes yeux vus, des projets bloqués parce que c'était une solution américaine. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Et les programmes de l'ANS, et donc le rôle de la CIH là-dedans, ça va être d'être un outil de commande, un vecteur contractuel qui existe et qui va éviter de réinventer la roue à chaque fois. Sylvain François, une dernière réaction. Oui, et là, de point de vue, on va dire, établissement au final, voilà, sachez aussi qu'un établissement comme le mien, mais je pense être représentatif, on ne va pas prendre français parce que c'est à la mode ou parce qu'on nous dit de le faire. C'est aussi parce que ce sont des outils qui sont pertinents et qui sont au niveau. On ne l'a pas dit, mais on enfonce une porte ouverte, il faut le dire. On a des outils qui sont aussi au niveau, pertinents. Et en tant que responsable d'une structure d'un point de vue sécurité, je prends l'outil qui est pertinent et qui sécurise mon système d'information, ou le partenaire qui va être suffisamment de proximité aussi pour comprendre notre contexte, répondre à notre besoin. Donc c'est ça aussi de prendre des partenaires dans un écosystème souverain. C'est pas nécessairement pour se faire plaisir en disant voilà on répond à un effet de mode ou un effet de protectionnisme. C'est aussi parce qu'on a des solutions qui sont bonnes, où on a des partenaires qui sont très proches. Je finirai par là. Lorsqu'on a vécu notre cyberattaque, les partenaires, je pense en particulier, je ne fais pas de la pub pour eux, mais un peu quand même, je pense à Tempo par exemple, voilà, des partenaires qui ont répondu tout de suite, contrat ou pas contrat, ce sont des partenaires français qui ont répondu avec des solutions. Quand on a dû appeler des call centers à l'étranger, ça a été beaucoup plus compliqué. Et c'est d'ailleurs un retour d'expérience qu'on avait apporté à l'ANSSI lors de notre cyberattaque. Donc là aussi, nous, on est tout à fait favorable à ce qui vient d'être dit et on vivra l'expérience en tant que client et partenaire par rapport à ces différents interlocuteurs souverains. Bon, c'est une belle conclusion. Il y avait une question dans la salle. Vincent Cardon avait une question à poser. Est-ce qu'on peut lui approcher un micro, s'il vous plaît ? Et puis on conclura, parce qu'on a un petit peu dépassé. Ma question, en fait, n'aura peut-être déjà été répondue. Ah bah alors, question merveilleux. En fait, pour l'Agence nationale de santé, mais ça peut être aussi pertinent pour la CIH. L'ANS a présenté aux membres d'Exatrust le programme Cyberaccélération et Résilience des établissements, CARE,
qui cherche à inciter les établissements prioritairement à mieux durcir leur poste de travail, point d'entrée et d'escalade des attaquants, et à mieux sécuriser leur Active Directory. Donc je pense que c'est le point 1 et le point 2 du plan CARE. Leur Active Directory, vecteur de propagation des attaques. Est-il aussi peut-être temps de penser à des alternatives aux outils qui vous ont failli? Je pense notamment à Microsoft Active Directory. Bon, ben voilà, comme ça c'est dit. Réponse de l'ANS. Il y a des sujets quand même, on va revenir sur l'exposition Internet, là, indépendamment de l'outil, c'est une question de pratique. Après, il y a des outils dont on sait qu'ils sont quand même, ont été des couteaux suisses pour rentrer dans les systèmes d'information, mais du coup, on est un peu agnostique sur la technologie. Après, sur l'Active Directory, pour revenir, le sujet de CARE, c'est quand même les échelles de temps aussi. Et peut y avoir une vision moyen long terme de se dire, voilà, on peut changer, mais on va se poser la question aussi des moyens d'identification électronique au sein des établissements. C'est un projet assez compliqué, il y a des réglementations qui tombent, passer au double facteur 2026, comment je fais de la gestion des identités. Les établissements, à part des CHU, sont généralement très peu matures sur ce sujet au global d'annuaire, quelle que soit leur marque. Et là, du coup, pour nous, l'urgence, dans un premier temps, c'est vraiment d'avoir des effets, quoi, et de se dire, ça fait un moment, déjà même sur les OSE, qu'on a des audits avec les outils de l'ANSSI sur ces annuaires Active Directory. Et à part quelques rares cas, globalement, le niveau et la moyenne sont faibles, ne montent pas, ils ne descendent pas parce qu'ils ne peuvent plus, mais on est vraiment au niveau catastrophique. Donc là, l'idée, c'est vraiment sauvons quand même ce chemin d'attaque qui aujourd'hui est évident. Et on verra après des actions comme ça qui peuvent peut-être être utiles, de bonnes pratiques, de peut-être est-ce qu'on peut faire mieux. Mais là, aujourd'hui, on a quand même un sentiment d'urgence sur un niveau de maturité qui, à part quelques exceptions, je ne vais pas mettre tout le monde, mais globalement, il y a un sentiment d'alarme sur le niveau de ces infrastructures. Et on pense qu'en quelques mois et de l'investissement, on peut monter dans une pratique déjà d'audit, de maîtrise et de remédiation, et pas que l'établissement tout seul, avec les industriels, pour déjà impacter, parce que derrière, on l'a évoqué, le coût de ces attaques pour les patients, pour l'offre de soins établissement est quand même colossal. Donc, pourquoi pas, mais là, aujourd'hui, il y a un peu ce sentiment d'urgence et déjà de reprendre des pratiques un peu abordables. Voilà. Merci beaucoup. Merci.